Bonjour à vous et bienvenue sur OM5 TV. Je suis ravie de vous retrouver dans le Lot pour la 18e édition du festival Africajar, invitation aux cultures africaines. Je suis sur la place du marché et j'ai rendez-vous avec Monsieur le maire pour qu'il nous évoque cette 18e édition du festival Africajar. Et après le festival, que se passe-t-il sur la culture? Tout de suite, rendez-vous avec Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Monsieur Jacques Borzo. Comment allez-vous? Eh bien ça va, très bien. Africajar est lancé, le beau temps est revenu. J'étais très inquiet hier parce qu'il est tombé beaucoup d'eau, mais j'espère qu'aujourd'hui tout va s'arranger, que nous aurons le monde que nous pensons avoir, parce que d'habitude c'est quand même sur 4 jours 15 à 20 000 personnes qui arrivent à Cajar, et c'est pour nous une grande fierté de recevoir tout ce monde, et surtout pour faire découvrir les valeurs d'Africajar que je ne vais pas rappeler, vous les connaissez aussi bien que moi. Oui, puisque nous sommes à la 18e édition. Monsieur le maire, Monsieur Jacques Borzo, je vais juste faire une histoire sur la rue du Boulevard. Je prends le nom, oui, du Tour de Ville. Alors, il y a une histoire sur ce boulevard du Tour de Ville? Ben, l'histoire, c'est qu'au Moyen-Âge, c'était pas un tour de ville, c'était des fossés en eau qui protégeait le village, parce que nous avions un village fortifié très important, puisque au Moyen-Âge, Cajar comptait 6000 habitants. C'était une des villes les plus importantes du département. Et c'était aussi une des villes les mieux défendues du département du Lot, puisque nous étions riches à l'époque, on l'est moins aujourd'hui, mais nous étions riches parce que nous faisions commerce de bois, de vin, nous avions des carrières de pierre où on exportait tous ces matériaux sur différents pays européens. Donc on avait la rivière Lot qui voyait partir des gabarres lourdement chargés de tous ces matériaux, qui faisait qu'à l'époque on était riche, et malheureusement aujourd'hui on l'est beaucoup moins. Donc on avait cette chance d'avoir un village très fortifié, très richement doté d'imposantes murailles, parce que toutes les maisons du Tour de Ville intérieures ont été construites sur les anciennes murailles qui ont été démantelées à l'époque de Richelieu, c'est-à-dire en 1622 exactement. Voilà une belle page historique. Mis à part ce boulevard du Tour de Ville, parlez-nous de l'ancien Cajar, au niveau de son patrimoine, ses richesses. Alors l'ancien Cajar, bon déjà Cajar était habité à l'époque néolithique. L'époque néolithique, c'est 6000 ans avant Jésus-Christ quand même, parce qu'on a des dolmens qu'on a pu répertorier sur notre territoire. Sur un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de Cajar, on a dénombré 25 dolmens, ce qui prouve qu'à l'époque on avait déjà des gens qui étaient intéressés par ce village. Vous voyez, on était déjà un village touristique 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, donc après on a une colonie gallo-romaine qui est venue à Cajar, qui s'est implantée et qui a créé le village que l'on peut trouver aujourd'hui. Donc il a été construit au centre du village sur un piton, sur un monticule, une maison fortifiée. Petit à petit, le village s'est construit autour de cette maison fortifiée, pour devenir au Moyen-Âge, comme je vous l'ai dit, une ville de plus de 6000 habitants. Voilà. Donc après, au 19e siècle, nous avions des carrières de phosphate matériaux. Le phosphate, c'était un engrais, où là aussi, Cajar a retrouvé une richesse qu'il avait perdue depuis le Moyen-Âge, pour exporter ce phosphate partout dans le monde et beaucoup en Angleterre. Pendant 50 ans, il y a eu cette exploitation de phosphate qui a permis, d'ailleurs, vous avez pu voir sur le Tour de Ville qu'on a des très très belles maisons, parce que à nouveau à l'époque, au 19e siècle, Cajar fut riche grâce au phosphate. Et toujours pareil, grâce au port que nous avons sur le Lot, qui à l'époque donc voyait partir des gabarres non plus chargés de vin et de pierre, mais de phosphate. Et aujourd'hui, ce port est devenu un port touristique avec du ski nautique, du canoë, de l'aviron, etc., etc. Donc 19e siècle. Et Cajar est ressorti de l'anonymat, si je peux dire, et a été mondialement connu dans les années 60 grâce à 3 personnages célèbres. On a eu Françoise Sagan, notre grande romancière, qui est née ici en 1935 dans une maison du Tour de Ville que l'on peut voir sur notre circuit découverte du patrimoine, qui est décédée en 2004 et elle est enterrée très près d'ici.
Le deuxième personnage important, c'était Georges Pompidou, qui fut président de la République et à l'époque, en tant que Premier ministre, fut conseiller municipal. Il le resta pendant 5 ans. Vous voyez, si j'étais plus jeune, je pourrais avoir de grandes fonctions au niveau de l'État, puisqu'un ancien président fut conseiller municipal. Mais bon, maintenant, je peux briguer que le poste de sénateur, vu mon âge, mais bon, pourquoi pas. Et puis, alors donc, il est resté 5 ans conseiller municipal en tant que Premier ministre, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour un petit village comme le nôtre, 1200 habitants. Et lorsqu'il fut élu président de la République française, il a démissionné évidemment de son poste de conseiller municipal. Et puis le troisième personnage célèbre, c'est le fameux humoriste Coluche, qui habitait à côté d'ici, mais qui venait évidemment faire ses courses à Cajarc et qui a fait le show pendant longtemps, parce que Coluche était un type assez extraordinaire. Et finalement, c'est le personnage peut-être qui a fait connaître Cajarc le plus, alors que, bon, comme humoriste, c'est lui, quand on vient à Cajarc, on me dit, mais monsieur le maire, Coluche, est-ce qu'il habitait ici? On ne me parle pas de Sagan ni de Pompidou, on me parle de Coluche. Vous voyez comme quoi, finalement, l'histoire, hein, peut-être mieux vaut être drôle et amuseur public qu'homme politique ou romancière. Hein, pour être... Mais rappelons quand même que Coluche a fait le reste du cœur, donc ça reste oui, quand même très marqué par rapport aux gens. Est-ce qu'on peut visiter tous ces lieux que vous venez d'évoquer, monsieur le maire? Alors oui, vous avez un guide découverte du patrimoine qu'on peut trouver sur l'Office de tourisme, qui a été fait par l'Office de tourisme du Grand Figeac, sous mon impulsion d'ailleurs à l'époque, où on peut découvrir à travers, on peut cheminer à travers Cajarc grâce à ce guide touristique pour s'arrêter devant les bâtiments emblématiques du village, les maisons du XIIIe, XIVe siècle. C'est très intéressant. Et puis l'été, on a des visites nocturnes qui sont organisées par des conférenciers qui viennent de Figeac. On a 2 ou 3 visites l'été, le soir, pour circuler dans le village au gré des lampes et des ruelles tortueuses, pas trop allumées, parce que je suis aussi dans les économies d'énergie et je ne veux pas que le village soit trop éclairé, parce que nous sommes en tant que vice-président du parc naturel régional des Causses du Quercy, en charge de l'environnement, je fais tout pour essayer d'économiser l'énergie et de ne pas avoir des grandes lumières partout. Il faut aussi être respectueux de l'environnement et consommer le moins possible d'énergie. Donc le soir, c'est plutôt tamisé, plutôt que les grandes lumières des grandes villes. Voilà. D'ailleurs, ça ajoute au charme du village, parce que il mieux vaut avoir des petites lumières tamisées dans les villes, ça donne plus de charme que des grandes lumières qui éclairent trop. Voilà. Restons dans l'ambiance du Festival Africajar, 18e édition, monsieur le maire. Qu'explique cette longévité pour ce festival? Un rendez-vous incontournable pour les touristes qui viennent un peu de Bordeaux, de Nantes. Franchement, les gens se déplacent pour ce festival. Comment l'expliquez-vous? Je l'explique d'abord par les valeurs qui sont véhiculées dans ce festival, hein, des valeurs extraordinaires. Hein. Bon, je ne vais pas les reprendre, tout le monde les connaît. Donc petit à petit, la notoriété d'Africajar a fait son chemin, je dirais, sur ce département et plus encore en Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, c'est vrai que le village est reconnu surtout aujourd'hui par son festival. Ces festivals, je dirais qu'Africajar est le plus grand d'entre eux, puisqu'on accueille entre 15 et 20 000 personnes sur 4 jours, ce qui n'est pas rien. Donc les valeurs qui sont véhiculées, parce que vous le savez, il y a non seulement des concerts de musique, mais il y a aussi des rencontres littéraires, il y a aussi des arts plastiques, il y a des conférences philosophiques, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a un public très large, très varié, très mixte, qui viennent à Cajarc donc se nourrir un peu de toutes ces richesses culturelles. Donc je suis absolument ravi de cela, parce que faire connaître mon village à travers des valeurs aussi fortes que celles-là, ça me plaît beaucoup. Alors évidemment, l'angoisse que j'ai moi tous les ans, et encore plus les organisateurs, mais enfin je fais partie d'eux-mêmes, puisque sans la mairie ils ne pourraient pas exister, mais moi sans eux je n'existerais pas non plus, c'est ce fichu temps. Et hier soir ça a été pour moi un drame. D'ailleurs j'ai mal au dos, peut-être ça a un rapport avec ça, parce que je me fais beaucoup de soucis, donc mon dos se noue
tout et je suis en S ce matin, mais parce que quand j'ai vu tomber les hallebardes hier soir, et le festival aussi, il faut qu'il dégage un peu de rentabilité pour qu'il perdure. Donc tous les ans, c'est l'angoisse, s'il pleut, on va perdre de l'argent, etc., etc. Mais bon, j'ai quand même, politiquement, sur ce département et sur cette région, on est quand même très aidé par nos institutions et j'espère qu'on continuera à l'être et j'espère qu'on arrivera à retrouver un équilibre financier puisque la première journée est assez mal partie compte tenu du temps qu'il a fait, quoi. Dans cette 18e édition, je crois qu'il y a une édition qui vous a rapporté fortement en économique. Ça a été le festival rencontre avec Tikenja Fakoly et puis Alpha Blondy, absolument. Ça a été une entrée quand même assez importante sur un plan économique, là on va parler maintenant. Heureusement parce que, vous savez, un festival comme le nôtre, en 18 ans, vous avez des périodes fastes et des périodes moins fastes. Donc il faut un peu thésauriser et les périodes mettre de l'argent de côté lorsqu'on peut rentrer des recettes supplémentaires. Mais comme une année sur l'autre, il pleut et que le festival en prend un coup, si je peux dire, financièrement. Donc heureusement qu'on thésaurise un peu les années fastes, mais globalement, vous savez, on est sur la corde raide chaque année et c'est compliqué. Donc c'est pour ça que les grandes vedettes, compte tenu des budgets aujourd'hui d'ailleurs, la philosophie a un peu évolué, hein. On essaye de voir des artistes en devenir qui coûtent moins cher de façon à prendre le moins de risques possible. Cela dit, on prend quand même des risques, mais faire venir des grandes vedettes, maintenant les tarifs sont tels qu'on a du mal quand même à assurer l'équilibre. Donc on est parti surtout sur des artistes en devenir, parce que aussi la philosophie du festival, non seulement c'est de véhiculer des valeurs, mais c'est aussi que les gens y retrouvent leur compte et tout le monde n'a pas les moyens de rentrer à 25 ou 28 € dans le site pour les concerts. Donc on a des scènes gratuites sur le tour de, comme vous le savez, au bord du Lot, sur le Tour de Ville, de façon à ce que les gens puissent aussi se nourrir de musique intéressante gratuitement. Donc tout ça, il faut qu'on trouve le bon équilibre et l'équilibre il est fragile chaque année et c'est pour ça que chaque année j'ai mal au dos parce que je m'angoisse pour tout le monde sur cet équilibre qui n'est pas facile à trouver, quoi. Alors monsieur le maire, après ce festival, que se passe-t-il? La ville, elle reprend son rythme quotidien, le calme plat comme on dit, les touristes viennent plutôt pour se reposer, faire le vide? Oui, alors on a cette chance, cette particularité effectivement d'avoir des périodes, j'allais dire très riches, comme la période d'Africa-Jar, où je dois dire qu'au début, les gens étaient un peu réticents de voir un peu ce monde affluer, parce qu'au départ, on était une ville un peu touristique, mais un tourisme léger, tranquille. Bon, c'est vrai qu'Africa-Jar a amené quelque chose de nouveau. Au départ, les gens étaient un peu réticents, mais petit à petit, ils ont compris quand même que ces valeurs qu'on véhiculait, surtout à notre époque où c'est la folie un peu partout dans le monde, de recevoir des gens dans un bon équilibre avec la paix, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en 18 ans, je n'ai jamais eu d'incident majeur sur ce festival. Ça veut dire que les gens qui viennent ici sont des pacifistes, sont des gens qui ont des valeurs, et des valeurs humaines très fortes. Donc les gens l'ont compris, mais les Cajarquois l'ont compris, et maintenant le festival est beaucoup mieux accueilli qu'au début de cela. Donc c'est vrai que ça bouge pendant 4 jours, mais les commerçants en sont ravis, parce que je peux vous dire que 15 à 20 000 personnes pendant 4 jours, c'est pas rien. Donc tout ça, c'est quand même précaire, mais moi je me battrai tant que je serai là pour garder cette énergie positive et puis pour garder ces valeurs qui font la force aussi de notre village. Je veux quand même revenir à ma dernière question. Que se passe-t-il après ce festival? Et j'en termine avec vous parce que c'était cette question que je voulais vraiment connaître. À part bien sûr l'envergure, tous ces gens, tous ces artisans qui viennent de différents pays, de contrées, de régions et d'Afrique. Mais que se passe-t-il après le festival?
Ben après le festival, il y a d'autres festivals, chère madame. Parce que le festival Africajar, effectivement, c'est le plus important, mais on a quand même la chance d'être dans un pays extraordinaire, vous l'avez vu. On a la chance d'avoir un village qui a des attraits touristiques importants. On a une vieille ville médiévale, on a un plan d'eau qui est exceptionnel, le plus grand plan d'eau de rivière de Midi-Pyrénées, ce qui n'est pas rien. Donc tous ces gens viennent, on a un village vacances, quand il est plein, c'est 800 personnes. Donc 1200 personnes d'habitants plus 800 qui viennent. Mais ça, ces 800 au village vacances, il y en a bien d'autres qui viennent dans les gîtes, etc. Nous, on accueille entre 130 000 et 140 000 visiteurs par an. Donc Africajar fait partie de cet afflux, mais ça continue. Si vous voulez, on a d'autres touristes qui viennent et on a cette chance de pouvoir continuer la saison jusqu'au mois de septembre, octobre, avec de nouvelles personnes qui viennent pour d'autres choses, pour retrouver effectivement un équilibre entre la rivière, le causse, le calme de nos territoires ruraux. Donc c'est un autre public, mais la vie continue et c'est une autre phase de notre développement touristique. Et parce que dans notre communauté de communes qui regroupe 42 000 habitants, on est quand même la deuxième ville après Figeac touristique. Donc c'est grâce à Africajar, mais c'est aussi grâce à toutes les manifestations qu'on peut avoir par ailleurs. Donc les festivals de bande dessinée, on a des fêtes votives très riches, on a les fêtes du safran qui est un produit noble qui nous a valu d'être classé site remarquable du goût, et il y en a très peu dans le Lot, on en a 3 dans le Lot, il n'y en a que 57 en France, donc ça aussi nous amène une certaine notoriété. Voilà, donc la vie continue, évidemment moins riche peut-être et moins tumultueuse, mais elle continue d'une autre façon. Eh ben parfait. Voilà. Merci beaucoup monsieur le maire, monsieur Jacques Bozot. Bienvenue à nos amis africains. Tout à fait. C'est toujours un énorme plaisir de vous recevoir chez nous. Merci beaucoup. Voilà une très belle invitation de voyage, à la fois sur Africajar parmi les cultures africaines, et aussi une invitation au voyage et visiter sur le plan touristique votre belle région qui est Cajar. Nous remercions monsieur le maire Jacques Bozot, maire de Cajar. Sur nos images, vous pouvez voir l'architecture de la mairie Tour de Ville. Cette ancienne halle au grain du 19e siècle occupe notamment l'emplacement d'une halle ancienne dont les salles souterraines voûtées ont été signalées lors des fouilles. La maison Coirez, maison natale de Françoise Sagan, 19e siècle, au 43-45 boulevard du Tour de Ville. Le Tour de Ville est devenu, au 19e siècle, le seul endroit assez vaste pour permettre d'exprimer la fortune nouvelle née de l'exploitation des fosses fastières. Cette richesse aussi vite disparue qu'apparue donnera à la ville ses plus belles bâtisses du 21e siècle. Ravi de vous retrouver cette fois-ci, mais sur le pont du Lot, toujours à Cajar, pour cette 18e édition du festival d'Africajar qui a pour thème les Amazones d'Afrique. Africajar, une invitation dans les cultures africaines avec un programme riche et varié. Donc vous avez pu déjà découvrir sur le boulevard du Tour de Ville des exposants qui nous viennent d'Afrique. On aura des projections de films, de l'artisanat, spectacles pour les enfants, un dîner africain, des associations d'ailleurs et d'Afrique. Nous allons aussi voir plein de concerts, notamment le tremplin qui met en avant des groupes que nous ne connaissons pas avec un vote au niveau du jury. Mais tout au long de ce programme encore, je vous le dis, des concerts sur la grande scène.
Nous sommes maintenant dans l'Aveyron et je suis en compagnie de Jean qui va nous expliquer le lieu où nous sommes. Bonjour Jean. Bonjour. Alors nous sommes actuellement au gouffre de l'Antouille, qui est une résurgence d'une rivière, c'est-à-dire que vous avez dessous nos pieds une grotte dans laquelle passe une rivière et c'est l'endroit exact où l'eau ressort à la surface pour se jeter plus loin dans la rivière Lot qui est à Cajarc, là où se trouve le festival actuellement. Voilà. Alors bien sûr, il y a différentes nuances au niveau de l'eau. Bien sûr, les nuances, plus c'est profond et plus c'est foncé. Donc vers le centre, vous pouvez observer une zone très foncée, enfin beaucoup plus foncée que le reste. C'est l'endroit où les plongeurs spéléo descendent en bouteille, bien entendu, parce qu'en apnée c'est impossible. Et c'est un puits vertical qui fait approximativement une quarantaine de mètres. Voilà. Quel est l'intérêt de plonger justement? Qu'est-ce qu'on trouve? C'est surtout le plaisir de la découverte d'un milieu et d'un lieu complètement différent, du lieu aérien. Et donc sous terre, on trouve donc toute une galerie qui va assez loin d'ailleurs. Mais malheureusement, moi personnellement, j'ai jamais pu y rentrer. Alors, mis à part ce plongeon, est-ce qu'on peut venir s'agrémenter, passer des moments de détente et puis nager? Alors tout à fait. Bon, pour nager, on peut le faire. Il faut vraiment être un très bon nageur parce qu'il y a vraiment beaucoup d'eau au centre. On peut assister à un phénomène assez intéressant. Quand il y a eu une période de sécheresse, on voit nettement mieux le cratère, la sortie exacte de l'eau. Et donc on voit comme une vague qui sort de la grotte et qui continue en ruisseau plus loin. Et c'est quelque chose d'assez, enfin pour moi, assez impressionnant. Je vois une lisière comme une espèce de corail. Qu'est-ce qui est au milieu de cette eau? Oui. Qu'est-ce que c'est? Des espèces de lave, comme des corails qui empêchent peut-être cette montée ou non? Non, c'est pas du tout. C'est simplement, on est dans une zone très calcaire. C'est de la roche qui affleure, simplement. Bon, après, on voit un arbre couché, puisque bon, malheureusement la nature est là aussi. Mais l'affleurement que vous avez vu, c'est de la roche, ni plus ni moins. Et en période sèche, c'est justement ce qu'on voit. Vraiment, on peut même marcher dessus, quoi. Ah oui, voilà. Donc l'Aveyron, c'est très calcaire, c'est minéral, c'est granit. L'Aveyron, c'est pas spécialement. Enfin, la zone où nous sommes, c'est du calcaire. Qu'on soit à Cajarc ou de ce côté, c'est une vallée calcaire. Enfin, on traverse des plateaux calcaires, donc on se retrouve avec du calcaire de chaque côté. Voilà. Et ici, on est dans du calcaire. Alors Jean, on continue, hein, notre belle région qui est l'Aveyron. Alors on est sur quelle route là? Nous sommes sur la route de Saujac, qui est une petite route qui suit le bord du Lot, sachant que le Lot c'est la frontière entre l'Aveyron et le département du Lot. Et actuellement nous sommes près d'un petit lavoir très ancien. Et encore une fois, c'est un lavoir qui est alimenté par de l'eau souterraine. Et donc qui vient de la falaise que peut-être vous allez voir au-dessus. Et cette eau est très très fraîche et c'est un endroit que moi j'aime beaucoup parce qu'en été quand il fait très chaud, je viens m'y reposer parce que c'est frais. Jean, on est en hauteur, hein, 312 mètres d'altitude là. Belle région, toujours. Alors bien sûr, très belle vue. Panoramique en même temps, hein, pour les touristes, ça c'est très beau. Ouais. De nouveau, nous sommes du côté aveyronnais, en limite des deux départements. La rivière que vous voyez devant vous, c'est toujours la rivière du Lot qui fait la frontière entre le département de l'Aveyron. Et nous nous trouvons dans un lieu qui s'appelle le Saut de la Mounine. Et c'est un lieu où on a un panorama absolument exceptionnel. On voit à des kilomètres très très loin. Et c'est un endroit à voir, d'après moi. Oui. À voir et qu'on découvre. Alors il y a une légende. Quelle est cette légende? Alors la légende, ce serait des amoureux, donc un garçon et une fille, et la famille de la fille n'aurait pas voulu que le garçon épouse la fille. Le garçon ayant eu un singe, le singe se serait jeté de cette falaise, simulant le suicide de la jeune fille, afin que le couple puisse vivre heureux dans le secret.
Ah, bien, Voilà. alors, dans le secret, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste un patrimoine de cette légende et qu'on a plaisir à découvrir, à faire aussi diaporamas, diapositifs et des photos. De l'autre côté, si je regarde bien, on est dans le Lot puisque il y a des maisons qui sont dans des pierres. On rappelle quand même qu'on est quand même sur un côté granit et calcaire, hein, quand même. Hein. Tout à fait. Alors, on est toujours dans le calcaire, mais de l'autre côté, sur le côté gauche, donc plus vers là-bas, il y a un village magnifique qui s'appelle la Roque-Toirac, qui est aussi, c'est dans le Lot, c'est un très beau village, très minéral, mais en calcaire aussi. Voilà. Très bien, parfait. Toutes ces petites maisons vues de très très loin là-bas, si on regarde, on pointe, c'est infini hein, le point qui est jusque là-bas. Tout à fait. Je pense qu'on doit voir le plus haut sommet du fond. On doit avoir à peu près une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau. Et toutes les maisons qu'on voit en dessous, ce sont des fermes ou des micro-villages. Hein. Voilà, c'était comme ça à l'époque.